Bonjour Laurien, donc on est ravi de vous accueillir dans notre petite auberge là, notre auberge espagnole, qui est dans une espèce de recherche permanente sur les sujets qui nous tiennent à cœur et notamment qui sont tournés autour de la violence et de notre incapacité à nous entendre, nous les humains, les uns entre nous et notamment depuis ça dure depuis tellement longtemps on sait même plus depuis quand ça existe cette histoire. Et on vous a découvert avec Sophie. On a trouvé votre histoire incroyable. Voilà, et on s'est dit, waouh, c'est super inspirant de voir que une personne au cœur de quelque chose de très très sombre, voilà, d'une histoire humaine encore très 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 souffrante. Comment il y a de la lumière là-dedans et comment vous avez réussi à, je sais pas Sophie ce que tu pourrais dire là-dessus, mais comment vous avez réussi à garder le cap en fait. C'est comme si on avait senti à travers votre témoignage que vous aviez gardé un cap toujours indéfectible. Et on a été extrêmement touchés et très très inspirés par ça parce que nous on a l'impression que des fois on le perd ce cap. Et du coup on aimerait beaucoup vous entendre sur ces mécanismes-là, à la fois des collectifs qui n'arrivent pas à dépasser leur violence, leur haine les uns des autres, etc. Et comment, quels sont vos trucs, quelles sont vos astuces qui vous permettent vous de garder un cap, cette espèce de paix tranquille, indépendamment des péripéties incroyables qui sont autour de vous et qui peuvent des fois même être des menaces de mort. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que des fois, votre vie, votre propre vie était menacée et que malgré ça, vous avez su garder le cap, quoi, j'ai l'impression. On se connaît pas plus qu'à travers vos témoignages, mais on a été très inspirés, très, très impressionnés par ce qu'on a entendu de votre témoignage. Et peut-être, avant toute chose, est-ce qu'on pourrait faire juste une petite présentation de qui vous êtes, Florian, et, euh, et quelle est un peu votre histoire? Oui, merci. Merci d'abord de l'appréciation. Je ne savais pas que je pouvais toucher des gens que je ne connais pas loin de chez moi et qui trouvent de la résonance entre ce que j'ai vécu et ce que vous vivez aussi. Alors, quand on se présente, normalement, il y a deux façons de se présenter, hein. Je peux dire mon état civil, mais je pourrais aussi me présenter à la manière rwandaise, la manière de chez nous. Mais ça va réclamer un peu plus de temps. D'abord, la présentation civile, c'est que je suis appelé, papa et maman m'ont appelé Laurien Ndezimana. Ndezimana, c'est un nom, chez nous en Afrique, les noms ont des significations qui sont relatives à la personne qui donne le nom en fait. Donc, Ndezimana, ça veut dire, on peut décomposer son nom-là en deux. C'est Butega Neze, c'est un verbe qui veut dire attendre. Et Imana, ça veut dire Dieu. Donc, mon père m'a appelé Ndezimana en relation avec lui-même. Ça veut dire qu'après moi, il attendait Dieu. C'est-à-dire qu'il attendait la mort. Donc, je suis le cadet de la famille, le cadet d'une famille de 10 enfants, dont l'aîné s'appelait Félicita Nitegeka. Elle était auxiliaire de l'apostolat, la première africaine à devenir auxiliaire de l'apostolat, formée à Lourdes en France. Et elle s'est fait tuer en 94 lors du génocide en protégeant les Tutsis. Donc, elle a évacué des Tutsis qui venaient se cacher chez elle. Elle était responsable du centre Saint-Pierre, un centre de formation des auxiliaires de l'apostolat du diocèse de Gisenyi, de Nyundo, dans le nord du pays. Alors, elle a évacué deux ou trois groupes, et puis le dernier groupe, ils ont été surpris par les tueurs, et elle a refusé de les quitter, elle a préféré mourir avec eux. Actuellement, elle est considérée comme héroïne nationale au Rwanda. C'était l'idée, moi je suis le cadet. Notre papa était catéchiste depuis les années 40. Et Sophie m'a dit qu'elle a lu le livre, qu'elle a eu le livre Libre parole d'un théologien rwandais. Donc, vous avez pu voir, au moins dans la préface, on parle de ces années-là.
ce qu'on a appelé la tornade. C'est dans la tornade que papa s'est fait baptiser aussi, et puis il est devenu catéchiste. Et donc, papa et sa fille aînée voulaient avoir un prêtre dans la famille. Et le prêtre, c'était le cadet. Il voulait que Laurien devienne prêtre. C'est comme ça que j'ai fait comme étude de la filière des séminaires chez nous. Petit séminaire, grand séminaire. Mais au grand séminaire, je me suis évadé. Je me suis évadé, j'ai quitté la formation sacerdotale. Mais j'avais eu le temps d'aimer, de prendre goût à la théologie. Et je voulais faire de la théologie, mais comme laïc, pas comme prêtre. Et grâce à un évêque compréhensif, j'ai pu aller faire de la théologie et des sciences humaines à Kinshasa entre 79 et 84. Et c'est en 83 que je me suis marié avec mon épouse, qui vit toujours avec moi, s'appelle Karamira Marie-Madeleine. On s'est marié à Kinshasa, bon, au Rwanda, mais on était aux études à Kinshasa, en 83, le 15 octobre 83. Et nous avons ensemble 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, et une petite fille qu'on a adoptée. Je dis une petite fille, mais maintenant elle a 32 ans, elle a fondé famille, elle attend d'ailleurs un bébé, donc je l'appelle petite fille, mais c'est une grande fille maintenant. Euh, donc, euh, donc nous sommes combien là? 7. Alors mes enfants vivent ici en Belgique depuis 2001. Et moi, je vis entre les deux, à cheval, entre la Belgique et le Rwanda, depuis 2010. Alors, là c'est l'état civil. Donc, comme travail, j'ai travaillé pour le diocèse de Boutaré, dans le service d'animation théologique. Et puis, en 2000, j'ai fondé une association, l'association Modeste et Innocent. Dans la suite, vous comprendrez pourquoi il s'appelle Modeste et Innocent. Et maintenant, je continue le travail avec l'association Modeste et Innocent, alors que je devrais être retired, comme on dit chez moi. Donc, je devrais être, comment vous dites ici encore? À la retraite. À la retraite. Mais dans ma conception de la vie, il n'y a pas de retraite. Le temps du repos, il viendra. Et ce sera un repos qu'on prétend éternel. Mais on ne peut pas vraiment se reposer éternellement. Mais parce que même le Dieu en qui je crois, il travaille sans cesse. Donc, on ne peut pas trouver du repos chez lui. Il faut aller au travail tout le temps, comme lui. Et comme son travail consiste à aimer inconditionnellement, il n'y a pas de problème. Donc, on est au repos tout en étant en train de travailler avec toute son énergie. Bon, ça, c'était un peu en vrac la présentation, l'état civil, mais là, je vais vous faire une présentation à la rwandaise. Chez nous, quand on vous demande qui vous êtes, normalement, vous déclamez un petit poème. Mais comme le poème sera en Kinyarwanda, vous ne l'entendrez pas. Donc, je vais plutôt le traduire un peu. Donc, Ruda Samaye Amagara Yateweheji, ça veut dire celui qui ne se préoccupe pas de rattraper sa vie quand les existences sont bouleversées. Ça, c'est mon nom de non-guerre. Pas de guerre, mais de non-guerre. Vous savez, je me le suis donné pendant le génocide au Rwanda. Donc, en affirmant par là que je n'allais pas essayer d'attraper ma vie, mais essayer d'attraper la vie des autres. Et là, justement, vous allez me demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne te préoccupes pas de rattraper ta vie quand les existences sont bouleversées? Alors, la suite du nom va vous indiquer pourquoi. Parce qu'il y a une filiation, comment dire, littéraire dans le nom. Donc, je me dis fils de celui qui ne se préoccupe que du royaume de Dieu. Donc, en Kinyarwanda, ce sera Waruhi Hibikamani Ngoma Yimana Gusa. Ngoma Yimana, c'est le royaume de Dieu.
Ça veut dire que ce qui est important pour moi, c'est ce royaume-là. Et quand tu es dans ce royaume-là, tu es dans le royaume de sans souci. Vous voyez pourquoi mon adresse email, c'est joyeux de sans souci. Ça vient de là. Si vous habitez le royaume, vous êtes sans souci. Même au milieu de 1000 soucis, vous êtes sans souci. Parce que vous n'êtes pas dans l'empire des sans souci. Vous êtes dans le royaume de sans souci. Voilà. Donc, ça, c'est la source de ma sécurité. Vous vous demandiez pourquoi, pourquoi je suis resté, comment dire, je suis resté stable. Vous avez gardé le cap, c'est ça. J'ai gardé le cap, c'est ça. Alors, la bonne puissance que j'ai élaborée à l'œuvre, et si vous avez lu le livre, vous avez vu de quoi il s'agit. Enfin, pas vraiment, mais vous avez pu voir que c'est mon dada. Mon dada, c'est la bonne puissance. Et il a trois aspects. Le premier aspect, c'est la stabilité. Le deuxième aspect, c'est l'énergie. Le troisième aspect, c'est l'union. Alors, pour le dire dans une phrase compréhensible, je dis, face aux défis de la vie, restez stable, entreprenant et toujours fraternel. C'est ça. C'est ça la bonne puissance. Et donc, pendant le génocide, la guerre, d'abord la guerre, et puis le génocide au Rwanda, j'ai pu, si vous voulez, confirmer que les intuitions que j'avais eues à l'œuvre en écrivant le livre Joyeux propos de bonne puissance, c'est comme ça qu'il s'appelait à ce moment-là, mais il est devenu libre parole d'interroger Rwandais en 98, en 98, quand Claudine Vidal et Marc Le Pape l'ont publié, parce que c'est eux qui l'ont publié, ce n'est pas moi. Ils m'ont demandé la permission de le publier, parce qu'ils étaient tombés sur ce manuscrit, ils se demandaient pourquoi il n'avait pas été publié. Et je leur ai dit, voilà, je l'ai offert à la faculté n'en a pas voulu, et moi aussi je l'ai laissé tranquille, je suis parti, parce que mon idée, c'était pas d'écrire des livres, c'était d'écrire une vie, d'aller vivre ma vie, voilà. Et donc, ils ont dit, mais est-ce que tu nous donnes la permission de le publier? J'ai dit, d'accord, publiez-le. Ils m'ont dit, mais il faut alors lui trouver un autre titre que celui que tu lui as donné. Lui, nous en ferons un sous-titre. Et c'est comme ça que c'est devenu Libre Parole d'un théologien rwandais. Et j'étais très content parce qu'il a été publié dans la collection Chrétiens en liberté. Parce que justement, j'avais pris la clé des champs. Je m'étais encore une fois évadé d'une institution universitaire. Avant, je m'étais évadé d'un grand séminaire et là, je me suis évadé d'une faculté de théologie. Et je continue mon évasion. Pour rester fidèle à vous-même, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas, comme ce qu'on va dire est relié à ma vie, je vais y revenir tout le temps. Donc, comme présentation, Sophie, est-ce que ça peut suffire? Ah oui, merci beaucoup. Merci, Laurien. Oui, parce que notre sujet à nous, c'est comprendre les mécanismes de la violence, bien sûr. Comprendre aussi comment on peut faire face à la violence, parce que la violence, elle existe, elle est là. Et toi, tu as été témoin d'une violence extrême, effectivement. Et donc, on voulait un peu explorer avec toi comment c'est possible de faire face, quels sont justement, sur quoi tu t'appuies. Est-ce que ça va si on se tutoie? Parce que Oui, ça ça va va. pour Ça ça. va. Je préfère ça. Ouais, Ah, merci. c'est plus simple Merci aussi pour beaucoup. nous. Oui, c'est sur quoi tu t'appuies. Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu racontes de ton histoire, c'est que effectivement, tu es passé peut-être par un chemin plus académique, parce que aussi tu as été désigné pour être celui qui allait suivre le séminaire, et que finalement tu as quitté, parce que ça c'était ton élan de prendre ta liberté, comme tu dis, une fois, et puis ensuite à l'université pareil. Est-ce que tu dirais que malgré cela, tu as gardé la foi et le lien avec Dieu, et que même ça t'a rapproché, est-ce que de ce qui est vivant chez toi, en fait, de ce qui est authentique chez toi?
de faire tes propres choix. Et comment est-ce que ça t'a permis d'aller ce chemin-là, d'aller vraiment au plus profond et puis de trouver les trois qualités que tu as dit, stabilité, énergie et Fraternité. et union. ouais. Oui, alors, je dois vous dire que pendant que j'étudiais la théologie, j'étais très attiré par ce qu'on appelait à ce moment-là la théologie de la libération. C'est une théologie qui venait d'Amérique latine, de Leonardo Boff, de Gustavo Gutiérrez. Donc, j'ai étudié de près vraiment la théologie de la libération. J'ai étudié la théologie africaine, qui est aussi une théologie de la libération de l'homme africain. J'ai étudié les théologies progressistes d'Occident, avec les Claude Geoffrey, beaucoup de théologiens d'ici, qui étaient pratiquement comme en rupture de banc avec la théologie classique, la théologie traditionnelle. Parce qu'ils trouvaient que la théologie traditionnelle était trop intratextuelle et qu'elle ne se confrontait pas à l'histoire en train de se faire. Et donc, pendant que j'étudiais à l'œuvre, donc ça, j'ai étudié ça quand j'étais à Kinshasa, quand je faisais ma licence en théologie et sciences humaines. Mais quand je suis venu ici à Leuven pour un doctorat en 86, j'ai d'abord étudié un théologien français d'ailleurs, c'est le père Jacques Paulier. Jacques Paulier avait écrit un livre intitulé Quand je dis Dieu. Et quand il a écrit ce livre, il a été condamné par Rome. Il était directeur du Solchoir, c'est-à-dire de l'université dominicaine de Paris. Et donc, il a été condamné comme hérétique, en fait. Et puis, il a quitté le Solchoir, il a quitté d'ailleurs l'ordre des dominicains, et il a écrit un deuxième livre intitulé Dieu fracture. Et il disait qu'il venait de fracturer justement son engagement, mais pour les mêmes raisons pour lesquelles il était entré. Donc il dit, je suis venu pour parler de Dieu, on m'empêche de parler de Dieu, je m'en vais pour pouvoir parler de Dieu. Bon, alors c'est pour vous dire que dans mes évasions, moi aussi, c'était en fait pour pouvoir mieux parler de Dieu. Parce que ma foi n'a jamais été mise en difficulté. Ma foi est restée celle-ci. Pour moi, est chrétien celui qui se comporte en son temps comme Jésus de Nazareth en son temps. Et donc, comment dire, mon modèle, mon maître à penser reste Jésus de Nazareth. Mais alors, ce Jésus-là, je suis allé à sa découverte autrement qu'à travers les chemins tracés de l'Église catholique. Oui, je connais ces chemins parce que j'ai fait de la théologie, mais je me suis rendu compte que c'était insuffisant et que ça biaisait même le personnage. Et je suis allé le rechercher par ailleurs. Par exemple, si vous regardez, je ne sais pas si vous allez y voir. Hein. Est-ce que vous voyez ce livre? Alors, il y a un reflet. Oui. Donc, Ah, c'est le livre secret de Yeshua. oui, oui, Oui. oui, 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 je vois. Voilà. Oui, Et ça, c'est le premier tome, mais ça, c'est le deuxième tome. oui, Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de livres qui sont, disons, assez peu orthodoxes sur Jésus. Ah, ça, ce sont des livres écrits par Daniel Muroa-Givotan. oui, 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 On la Vous connaît. le Ouais. voyez, Daniel Muroa? oui, oui, on connaît. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que je suis allé faire des recherches sur Jésus ailleurs que dans la tradition. Hmm. Et que donc, j'ai eu une connexion que je dirais peu académique, tout à fait personnelle, Hmm. avec Jésus, justement, donc avec le Christ. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai trouvé encore mieux. Je suis tombé sur les lettres du Christ, mais ça, c'est longtemps après. Et pour le moment, ça a complètement évacué tout ce que je savais sur Jésus. Je me fie maintenant surtout aux lettres du Christ. Donc, c'est pour parler du Christ et surtout de ce qu'il annonce. Parce que qu'est-ce qu'il annonce, le Christ? En fait, il ne fait que parler de son Père.
en disant que son Père est notre Père. C'est comme s'il nous disait, vous et moi, nous sommes un. Vous êtes des enfants du Père comme moi. Il y a dans le christianisme une hérésie qu'on appelle le docétisme. Le docétisme, c'est de dire que Jésus n'est en fait que Jésus n'est que le Christ, le Fils, n'est pas devenu homme. Il a pris une apparence humaine. Et donc, quand il nous dit que nous devons faire les œuvres qu'il a faites, en fait, c'est comme s'il s'amusait. Il sait très bien que nous en sommes incapables parce que nous ne sommes pas comme lui. Or, c'est ça justement qu'il affirme. Il dit, vous êtes comme moi. Ce que je fais, vous êtes capable de le faire et même de faire mieux. Vous êtes capable de faire mieux. Pourquoi? Parce que nous avons le même Père et que ce n'est pas moi qui fais ce que je fais. C'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Ce que je fais, ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est le Père. Et c'est ça que j'ai compris. Donc, je me suis dit, si le Père est en lui comme il est en moi, donc la vie consiste à laisser agir le Père à travers moi. Et alors, dans ce cas-là, quand tu laisses agir le Père, aucune puissance ne peut te damer l'opinion. C'est fini. Parce que tu es connecté à la source. Parce que pour moi, le Père, c'est qui? C'est simplement, maintenant, je l'appelle la vie père-mère, comme elle est du Christ. C'est la source de la vie. Et cette source de la vie est la source de l'amour sans condition. Et il nous montre comment aimer sans condition en faisant luire son soleil et tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Pour dire qu'en lui, cette catégorie n'existe pas. La catégorie de bons et de méchants n'existe pas. Alors, c'est quand on oublie ça, c'est quand on oublie qui on est, qu'on s'engage dans un chemin de violence. Et c'est quand on se rappelle qui on est qu'on quitte ce chemin de violence. Parce que la violence, c'est quoi? En fait, la violence, c'est quand mon ego prend les rênes au lieu de se soumettre à mon âme. Parce que nous sommes en fait vrai Dieu et vrai homme. Ça veut dire que nous avons deux natures. Nous avons une nature divine et une nature humaine. Et c'est quand la nature humaine prend le dessus sur la nature divine, cette nature humaine qui se voit dans comment dire, dans notre personnalité en fait. Et les lettres du Christ, je n'ai rien trouvé qui explique aussi bien la nature de l'ego et de sa violence que les lettres du Christ. Parce que dans les lettres du Christ, il parle de la nature de l'ego qui a deux forces. La première force, c'est la force de attraction, c'est-à-dire de prendre ce que je veux. Et la deuxième force, c'est la répulsion, c'est de chasser ce que je ne veux. Si vous mettez ces deux forces ensemble, vous voyez toute l'histoire du monde. C'est ça que j'appelle la prédation. Les gens qui veulent prendre ce qu'ils aiment, ils tuent ceux qui sont les possesseurs de cela qu'ils veulent prendre. Donc, ce sont les deux forces d'attraction-rejet. Et la vie humaine consiste à aller au-delà. C'est-à-dire aller au-delà. Tu ne peux pas supprimer l'ego parce que tu te supprimerais toi-même. Mais tu dois aller au-delà de l'ego. C'est-à-dire accepter et lâcher prise. Si tu commences à accepter et lâcher prise, tu vaincs la violence. Et tu ne peux pas vaincre la violence sur l'espace public sans l'avoir vaincu en toi. Ça ne marche pas. Parce que comme disait Gandhi, tu dois devenir le changement que tu veux voir. Tu ne peux pas en fait donner ce que tu n'as pas. Parce que notre vie extérieure est le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur. Alors, une fois que tu as compris que nos conflits sont peut-être plutôt des confluents, tu peux te laisser enseigner par les cours d'eau. Quand deux cours d'eau se rencontrent, il y a un conflit entre les deux. Mais 100 mètres plus loin, ils courent ensemble. Ils ont résolu le conflit. Aucun fleuve n'a supprimé l'autre. Ils sont devenus un plus grand fleuve. Donc, si on prend un conflit comme un confluent, alors
on élimine la violence de nos conflits. Et Voilà. concrètement, Laurien, c'est que ça serait quoi, par exemple, dans la rencontre entre deux êtres, deux personnes qui sont en conflit, comment elles peuvent transformer ce conflit en confluent, en faire de la confluence avec ce conflit? De quelle manière? Parce que on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas forcément ça dans la famille non plus, Ni dans la religion. ni dans la religion. Et comment transformer concrètement Alors là, je ne peux que vous parler de mon chemin. Euh, je vais vous parler de mon chemin, on verra si ça peut être un chemin pour quelqu'un d'autre. Pour moi, justement, pour que la rencontre ne soit pas violente, il faut que j'ai pu d'abord maîtriser ma peur. Parce que c'est la peur qui rend les gens violents. Alors, si je n'ai pas peur de toi, je peux t'écouter, je peux te donner de l'espace pour parler, parce que je n'ai pas peur que tu vas me supprimer. Mais si j'ai peur que tu vas me supprimer, je ne veux pas t'écouter. Je vais dire, il faut que je le supprime le premier. Alors, dans ma vie, ça se présente comment? En fait, quand j'étais au grand séminaire, j'étais un grand footballeur. Donc, j'étais un sportif. Et quand j'ai quitté le grand séminaire du Rwanda pour aller au Congo, je suis devenu footballeur là-bas aussi, mais il jouait très mal. Je trouvais il jouait beaucoup plus mes jambes que la balle. Et donc, j'ai abandonné le football, j'ai vendu mes souliers de football et j'ai acheté, en face de la faculté, il y avait un club de karaté. Donc, j'ai vendu mes souliers, j'ai acheté un kimono et je suis allé faire du karaté. Et pendant que je faisais mes études à Kinshasa, je faisais du karaté. De sorte que quand je suis rentré au Rwanda, j'avais une licence en théologie et une ceinture noire en karaté. Donc, j'avais fait du karaté jusqu'au niveau de devenir ceinture noire. Et en faisant le karaté, j'ai commencé à comprendre des choses dans mon corps que je ne pouvais pas comprendre avec le football. Parce que dans le karaté, il faut vraiment se battre, comme disait Bruce Lee. Les coups de poing que tu donnes, c'est d'abord contre ta propre peur. Il faut te battre contre ta propre peur face à l'autre. Parce qu'à la fin, on te dit, tu apprends à te battre, mais ce n'est pas pour devenir violent, c'est pour vaincre la violence. Parce qu'une fois que tu as développé ta puissance, tu peux laisser l'autre se déployer parce que tu n'as pas peur de lui. Et c'est ça que j'ai étudié dans le karaté. Alors, il y a dans le karaté, ils ont une interprétation donc de cet art martial-là. On te dira quand tu viens apprendre le karaté, on te dit, on t'apprend d'abord à te défendre, pas à attaquer. On te dit que c'est pour te défendre, c'est pas pour attaquer. Alors on te dira, il y a une attaque, il y a une parade et il y a une contre-attaque. Et on dit donc tac, tac, tac. Attaque, parade, contre-attaque. Et puis quand tu évolues dans l'apprentissage, on te dira maintenant tu vas aller plus vite à la contre-attaque. Ça va être tac. Donc ça va être attaque, parade et esquive, contre-attaque. Donc la contre-attaque arrive plus vite. Le troisième rythme, c'est tac-tac. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de parade. Il y a eu esquive et contre-attaque. Donc la contre-attaque est venue encore plus vite. Et puis le quatrième rythme, c'est tac. Et ça s'appelle un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, ça veut dire que celui qui t'attaquait est parti le premier, mais tu es arrivé sur lui plus vite que lui. Et tu lui as fait un coup d'arrêt. Il allait venir et tu l'as. Alors, on dit le cinquième rythme, on met des points de suspension. Rien ne s'est passé. Alors, comment interpréter la chose? Ça veut dire, l'agresseur est venu, il a vu l'état de ma préparation et il a renoncé. Et ça s'appelle la dissuasion. Et ça, c'est le principe de toutes les armées. Ils veulent une dissuasion. Donc, ils vont s'armer puissamment avec des bombes atomiques, tout ce que vous voulez, pour que l'agresseur ait peur d'attaquer. Mais on peut interpréter cela autrement. Et c'est ça ce qui est intéressant. L'agresseur est venu, il n'a rien vu en moi.
de dangereux pour lui. Et il a abandonné son attaque. Au lieu de se battre, nous avons partagé un bon verre d'eau. Vous voyez? Alors là, vraiment, c'est ça la véritable victoire. Ça veut dire que je n'ai en moi rien qui provoque l'attaque de l'autre. Donc, quand il arrive, il ne trouve en moi rien. En fait, c'est ça la victoire de l'enfant, l'innocence de l'enfant. Un enfant, il n'a rien en lui qui est agressif vers un adulte, par exemple. Et c'est pour cela qu'en général, sauf vraiment les adultes pervertis, il n'attaque pas, il ne va pas attaquer un petit enfant. Il a envie de le prendre dans ses bras. Donc, aller jusqu'à développer cette innocence, mais que je pourrais appeler c'est comme une non-violence qui vient de la traversée de la violence. Et ça, c'est un principe que j'ai appris à Leuven. Parce qu'à Leuven, en faisant du karaté, je me suis blessé au dos. Et personne ne savait me soigner. J'ai fait plus de mois, je ne savais pas, je ne savais plus bouger. Et j'ai été soigné par un collègue qui m'a amené dans son club de Tai Chi. Et c'est là que j'ai rencontré justement le Tai Chi, qui était notre style. Et en fait, c'est comme la matrice des arts martiaux. C'est un art chinois. Donc, j'ai appris le Tai Chi avec mon ami Jeff Crabb. Il s'appelait Jeff Crabb. Et c'est là que j'ai compris les principes du Tao, que la douceur veut la violence. La douceur veut. Donc, ce qui est doux est plus fort que ce qui est dur. Donc, ça, c'est. Donc, en faisant le Tai Chi, j'ai lu aussi le Tao Te Ching, j'ai lu ce qu'on appelle le Li Tzu, le vrai classique du vide parfait. J'ai lu le Chuang Tzu. Et donc, c'est cette philosophie chinoise qui a fait que j'ai changé de manière d'interpréter l'évangile que je lisais. Parce que vous savez que quand on fait de la théologie, on va vous apprendre aussi de la philosophie, parce que vous avez besoin de ce qu'on appelle l'herméneutique, la capacité d'interpréter les textes. Et donc, vous interprétez les textes à partir de la philosophie, en fait. Alors, j'avais appris surtout Emmanuel Lévinas. C'est celui-là qu'on nous apprenait à l'œuvre pour pouvoir interpréter le texte évangélique. Mais en lisant la philosophie du Tao, je me suis dit, tiens, cette philosophie, elle consonne mieux à l'évangile que les philosophies d'Occident qui sont mentales. Et comme ce sont des philosophies mentales, elles sont très liées à l'ego. Tandis que la philosophie chinoise du Tao, elle n'est pas mentale, c'est une philosophie dansée. On te dira que tout ce que tu penses, tu dois pouvoir le vivre avec le corps. Et c'est là qu'on va te diriger vers ce qu'on appelle le corps énergétique, qui est comme la doublure interne du corps physique. Et c'est justement en essayant de danser les vents que je me suis mis à écrire le livre, mon fameux livre, que mon promoteur ne savait plus lire. Il me disait, mais avant tu écrivais, je comprenais ce que tu disais, mais maintenant je ne sais pas vraiment ce que tu écris. Et je lui disais, mais ça ne m'étonne pas parce qu'il faut bien respirer pour comprendre ce qui est écrit là. Et puis il me dit, mais comment? Tu veux dire que je ne respire pas? Je dis, c'est pas ça. Voilà. Donc ça devenait de l'humour. Heureusement, il était capable de l'humour. Il est encore vivant d'ailleurs. Valère Neketou. Et puis à la fin, je lui ai dit, écoute, moi je vais écrire mon texte, je vais te le donner. Tu jugeras si ça peut être une thèse ou pas. Et j'ai écrit mon livre, mais je l'ai écrit en respirant. C'est-à-dire que j'ai utilisé en fait ce que j'apprenais dans le Tai Chi pour écrire le livre. Et c'est pour cela que il est en trois parties, à la pensée, la pratique et la poétique. Donc pas seulement la pensée, mais il faut que le corps entre dedans. Et alors du coup, Laurien, quand je t'entends, je reviens un petit peu à nos préoccupations qui sont très 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 terre à terre et je sais que ce que tu évoques nous renvoie aussi à la matière concrète de nos existences, vraiment au quotidien. Hein. Moi, j'entends bien ce que tu dis par rapport à ça.
nous sommes dans des organisations, tu sais, qui cherchent à recréer une forme de vivre ensemble un peu différente, qui se rapproche des modes de vie plus en lien avec la nature. Peut-être tu as entendu parler des oasis en France, et que justement c'est un mouvement qui prend un peu d'ampleur avec des personnes qui se regroupent, souvent à la campagne, pour justement vivre un petit peu ces choses, de se rapprocher de la création finalement, de choses qui sont un peu moins tournées vers l'humain et plus vers les processus de la vie un peu immémoriaux, et un peu éternels si j'ose dire, et de se sentir un petit peu plus en lien avec ces valeurs-là. Seulement, on fait face à plusieurs difficultés, notamment le fait qu'on n'a pas appris à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'on vient tous d'un monde plus ou moins hors sol, plus ou moins artificiel, que donc déjà cet premier aspect qui est quand même assez handicapant, on va dire. L'un des deuxièmes aspects qui est aussi assez difficile, c'est que comme on n'a pas grandi comme ça, mais on a plutôt grandi dans une forme d'illusion de la cellule familiale indépendante et libre, hein, sur l'autel du salariat, tu sais, où on est tous autonomes d'une manière virtuelle, mais on a cette croyance-là que juste avec le salaire à la fin du mois, on peut tous payer, quoi. Et on a perdu, tu vois, cette interdépendance finalement les uns vis-à-vis des autres, notamment dans nos modes de vie occidentaux. Donc si tu veux, c'est comme si on essayait de recréer quelque chose qui est finalement, quand on met tous les œufs dans le même panier, là, on est sur un mode de vie, un habitat, souvent des métiers aussi, on va essayer de faire des métiers comme sur le lieu des oasis, on va essayer d'éduquer nos enfants, tu vois, toutes ces choses-là, comme on n'a pas appris à les faire, en fait, on s'aperçoit que souvent ça génère pas mal de violence, effectivement, parce qu'on n'est pas accordé, on ne repose sur aucune tradition aussi, tu vois, il y a pas, on n'est pas comme enraciné parce qu'on est en train de recréer des choses parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été perdu avec cette société hors sol. Et du coup, nous, on essaie de décortiquer les mécanismes de la violence, certes, d'un côté, pour essayer de les comprendre et pour essayer de trouver quelque chose qui soit un petit peu un socle à partir duquel on pourrait s'appuyer. Et moi, quand je t'entends, on a entendu aussi Thomas Dansbourg, qui est vraiment un des fondateurs de la CNV aussi, et d'autres personnes qui nous ont inspirés. Et j'ai le sentiment que vous partagez tous une sorte de, j'allais dire, de transcendance, c'est-à-dire de quelque chose où vous arrivez, vous, à assumer, à proclamer qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, auquel vous êtes reliés et dont vous vous réclamez finalement. Toi, tu l'as dit clairement, mon patron, c'est Dieu. Le reste, c'est le monde des hommes, c'est sympa, mais mon boss, c'est quand même lui. Et du coup, tu vois, c'est comme si nous, surtout en France, avec ces problématiques de chasse aux sorcières un petit peu, où dès que tu commences à parler de ce genre de choses, tu deviens une secte. Si t'es pas dans les canons normés, tu vois, d'une église normale ou quoi que ce soit. Nous, on est dans des lieux de vie déjà un peu alternatifs, où on fait des choses déjà un petit peu en marge. Alors si on commence à prononcer un mot comme ça, c'est fini. On est devenu, et qu'on va pas à l'église, on est une secte, tu vois. Donc c'est vraiment des complications, tu vois, en termes de contexte social, qui font que même entre nous, je vois bien que c'est des paroles qu'on ne peut pas vraiment avoir. C'est-à-dire que même entre habitants d'une oasis, on ne peut pas se raconter que on va pas approfondir ces thématiques-là parce que ce serait presque offensant, tu vois, où il y aurait quelque chose de brutal dans le fait d'évoquer un lien à quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui est plus grand que nous, tu vois. Alors que quelque part, j'ai le sentiment qu'on partage tous quand même plus ou moins l'envie de créer quelque chose pour les générations futures, tu vois, des choses bonnes, pour planter des arbres, pour faire du jardin, pour éduquer les enfants autrement, pour voilà, leur donner un cadre de vie qui soit moins fou que le cadre de vie qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Donc ces intentions-là, pour moi, elles sont des vertus qu'on retrouve dans toutes les religions, mais c'est comme si on avait une forme d'interdit à les partager, et que du coup, pour arriver à trouver quelque chose qui nous relie vraiment, et qui puisse nous rassembler en dehors de la religion, je sais pas ce qu'on pourrait trouver, tu vois. Oui, 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 oui. Tu viens de dire quelque chose de très important. Nous sommes dans une civilisation qu'on appelle technoscientiste, qui a coupé la transcendance. Et ça, il faudra analyser pourquoi. Qu'est-ce qui coupe la transcendance? Nous allons y revenir, mais je vais d'abord parler de ta préoccupation. Parce que j'ai la même difficulté. J'ai une association, l'association Modeste et Innocent, je vais vous dire comment elle est née. Elle travaille au Rwanda et nous avons besoin de financement.
Et tu penses, quand les gens voient que c'est de la spiritualité, ils disent non, 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 ça c'est une secte, je ne sais pas quoi. Alors, on a les mêmes difficultés. Mais il y a des gens qui commencent à s'ouvrir, qui commencent à comprendre qu'en fait, sans cette transcendance-là, c'est comme si nous étions enfermés dans un bocal. Et tu n'as pas de transcendance, tu n'as pas de racine. Et si tu n'as pas de racine, tu es à la merci de ce que l'évangile. Figurez-vous que l'évangile en parle. Hein, dans l'évangile de Jean. Hein. Donc, quand Jésus dit, vous voulez me tuer et vous prétendez que vous êtes les fils d'Abraham. Non. Vous êtes les fils du prince de ce monde. Et le prince de ce monde, on croit qu'il n'existe pas, mais il existe. C'est une puissance spirituelle. Ce prince de ce monde, maintenant, si vous lisez les livres de... On va dire que vous êtes complotiste, évidemment, n'est-ce pas? Si vous lisez ces livres-là, mais il faut vous en moquer. Parce que quand vous regardez ce que nous avons appelé la prédation, c'est quoi? Tu crées en fait cette violence. Ça part de notre ego. Ça, c'est la première chose. La volonté de puissance. Et puis, au-delà de cet ego-là, nous sommes manipulés. Donc, quand vous devenez responsable d'une organisation, vous allez commencer à essayer de garder le pouvoir. Et donc, vous êtes prêt à réviser les textes fondateurs. C'est comme ça qu'en Afrique, tous les gouvernements sont en train de réviser la Constitution. Mais les États-Unis aussi révisent leur Constitution, n'est-ce pas? Pour pouvoir, en fait, manipuler la population pour garder le pouvoir contre les textes fondateurs. Et c'est ça. Et quand le pouvoir voit qu'on l'a vu, il va vous traiter de complotiste pour que les gens ne voient pas le comploteur. N'est-ce pas? Mais au-delà de ça, au-delà de ces gouvernants-là qui sont manipulés, vous allez trouver des sociétés secrètes. Ils sont tous membres de sociétés secrètes. Et si vous allez au-delà des sociétés secrètes, vous allez trouver qui? Vous allez trouver le fameux prince. Et donc, ce prince de ce monde et ses suppôts, comme on dit, ils se nourrissent de nos émotions négatives. Et donc, il faut qu'il y ait des émotions négatives. C'est pour ça que l'histoire humaine est pleine de violence, elle est pleine de sang, elle est pleine d'émotions négatives. Parce que ce qui nous nourrit comme humains, c'est-à-dire l'amour sans condition, est indigeste pour le prince de son monde. Et c'est pour cela que si tu arrives avec cette histoire d'amour inconditionnel, avec cette histoire de transcendance, tu vas lever, comment dire, les oppositions les plus terribles contre toi. Parce que justement, tu es en train de soulever un point du voile. Et c'est pour cela que tu dois d'abord y arriver à l'intérieur de toi. De sorte que tu ne sais plus faire autre chose. Si tu ne sais plus faire autre chose, si on veut t'arrêter, il n'y a qu'une façon, c'est de te tuer. Mais en te tuant, ils démontrent qu'ils sont au service de la mort. Je dois vous dire que c'est comme ça que moi je vis au Rwanda. Je vis dans une société qui a invité le génocide. Et maintenant, ce n'est pas dit. Mais quand tu combats le génocide, même si tu l'arrêtes, tu es toi-même contaminé par cette affaire-là. Un pouvoir militaire qui arrête un autre pouvoir militaire est contaminé par celui qui l'arrête. Et c'est pour cela que le fusil, donc, tu as conquis le pouvoir au bout du fusil, le fusil va se retrouver au bout de ton pouvoir. Et c'est comme ça que ma société rwandaise est très violente. Elle est en train de provoquer la guerre à l'est du Congo. Je ne sais pas si vous suivez. Nous sommes au cœur d'une violence inouïe qui continue actuellement. Et comment est-ce que je peux vivre là-dedans sans prendre parti? Alors, il faut que j'ai justement, comment dire, que j'ai développé la fameuse bonne puissance en moi. Mais cette bonne puissance, c'est une connexion interne
à la transcendance. Hmm. Si je n'ai pas cette connexion interne à la transcendance, je ne peux pas rester non violent au milieu d'une telle violence. Ce n'est pas possible. Alors, il faut maintenant trouver un langage. Un langage qui ne te disqualifie pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est Pas ça. tout de suite. Oui, oui. Alors, mon langage, pour ne pas me faire disqualifier tout de suite, je parle des lois de la vie. Et je parle de l'art de vivre au quotidien. Je parle de respiration. Je parle d'alimentation. Je parle de gestion du stress. Je parle d'auto-guérison. Je parle de relations. Je parle de pensée autonome. Je parle de réalisation de soi. Oh, ça, ce sont des thèmes. Des thèmes que non, tout le monde a envie d'entendre ça. Et c'est pendant que je parle de ça que je vais amener progressivement la fameuse transcendance. Hein? Je vais amener progressivement les gens à se souvenir de la transcendance. Alors, maintenant, il faut que je vous parle de ma propre association. Parce que vous comprendrez justement comment on essaye Nous aussi, nous avons des dissensions à l'intérieur de cette association. Par exemple, si je vous disais que pour le moment, moi, je suis devenu le coach de l'association en matière de bonne puissance. Mais le coordinateur actuel de l'association, c'est quelqu'un, il vient d'une secte cette fois-ci. Donc, ce sont des confessions religieuses qui viennent des États-Unis, des confessions protestantes. Hein? Donc, comment on les appelle encore? Ce sont des sectes chrétiennes, en fait. Hein? Ah oui, D'accord. d'accord. Après que les protestants, ils ont beaucoup de sectes protestantes, à Mhm. gauche, à droite. Ils ont beaucoup de religions, de confessions protestantes. Donc ça, c'est une confession protestante. On appelle ça les... Il y a les adventistes du 7e jour. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a les églises de Pentecôte. D'accord. Les églises de Pentecôte. Quand il m'entend parler de la vie pervers, par exemple, le coordinateur de mon association, il lui dit, mais ta vie pervers là, est-ce que c'est pas un Dieu que tu as inventé? Hein? Est-ce que c'est vraiment le Dieu de Jésus-Christ? Et d'ailleurs, c'est une des raisons, en fait, euh, je sais pas, je sais pas par où commencer, parce qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps. J'étais responsable d'un service d'animation théologique depuis les années 90. Et quand la guerre a commencé le 1er octobre 90, j'ai orienté le service dans le sens de ce que j'appelle la dimension publique de la foi. Et la dimension publique de la foi, c'est de dire, si tu dis croire en l'amour, ça ne doit pas se voir seulement à l'église le dimanche. Ça doit se voir au marché. Ça doit se voir dans la rue. Ça doit se voir dans ton parti politique. Il faut que l'amour soit visible. Sinon, si on ne le voit pas, tu dis que c'est une affaire privée, c'est pas possible. Ça ne peut pas être privé. Parce que ça doit gouverner ta vie. Et ta vie, oui, elle est privée, mais elle est aussi sociale. Tu es sur l'espace public, surtout si tu es responsable. Et donc, j'ai formé des animateurs que j'appelais Abakambanzimana, ça veut dire ceux qui animent le peuple dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, ce que j'appelais la voie de Dieu, c'était justement cette voie de non-violence, cette voie d'amour incarné. Parce que pour moi, c'est ça la voie de Dieu. Et nous avons eu même quelqu'un de la non-violence qui est venu travailler avec nous, le père Alfred Bourg. Le père Alfred Bourg qui a beaucoup accompagné Hildegard de Gosmaï. Vous voyez ces personnages-là. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Goss. Parce que quand on parle de Martin Luther King, quand on parle de Gandhi, on parle aussi de Jean Goss et de Hildegard de Gosmaï, qui est encore vivante d'ailleurs. Ce sont des non-violents comment dire, de Historique. grande classe. Ouais, ouais, ouais. Il est venu travailler avec nous, mais on ne s'est pas beaucoup entendu. Parce que quand il a trouvé que je formais des jeunes qui allaient sur les collines affronter
pas affronter en fait, mais en fait affronter des situations de violence, des situations où l'on tuait les gens. Et que ces jeunes devaient documenter ces situations et écrire des lettres aux responsables en signant les lettres, pas des tracts, mais des lettres écrites, signées, et qu'on les mettait en prison. Et que moi, j'allais me battre pour les faire libérer. Il me disait, mais Laurien, tu es casse-cou et tu vas mener ces jeunes-là à la mort. Je dis, mais ils sont déjà dans une situation de mort. Moi, je leur donne de la force pour affronter cette mort, c'est-à-dire pour la traverser vivant, au moins vivant dans son humanité. Et donc, en 1998, je vais parler français, à Belge, en 1998, le 25 novembre 1998, mon collègue du service d'animation théologique, c'était un prêtre qui s'appelait Modeste, et moi, nous avons reçu le prix de la paix de Pax Christi International ici à Lubanane. Et quand nous sommes rentrés au Rwanda, il s'est levé toute une cabale contre nous. Parce qu'il disait, Modeste, il est en train d'être préparé pour devenir cardinal. Et Laurien, probablement que des Blancs sont en train de le préparer pour devenir président de la République. Vous imaginez des histoires pareilles. Et donc, je voyais qu'une partie du clergé avait ces idées dans la tête. Et je me suis dit, non, non, je ne vais pas continuer ici. J'ai démissionné du service. Et j'ai inventé une association. Mon ami Modeste venait de mourir de maladie. Mais en 1994, on avait assassiné le troisième larron du SAT, du service de la Nation, qui s'appelait Innocent Samson. Donc, Innocent a été tué en 1994. Modeste est décédé en 1999. En 2000, j'ai inventé une association et je l'ai appelée Modeste et Innocent. Pour dire que je continue avec mes deux amis. Pour moi, c'était une façon de faire la nique à la mort aussi. Et voilà, la mort ne va pas les empêcher de travailler. Je vais leur inventer un corps. Parce qu'il leur faut un corps physique pour continuer à travailler. Et le corps physique, c'est justement l'association Modeste et Innocent. Et chaque année, il y a une semaine que nous appelons la semaine Modeste et Innocent, qui commence le jour de la mort d'Innocent et se termine le jour de la mort de Modeste. Et c'est curieusement la même semaine parce que Innocent a été tué le 30 avril 1994 et Modeste est mort le 4 mai 1999. Donc, ouais, c'est dans la même semaine, même s'il y a 5 ans. Et donc, ça fédère. C'est Innocent et Modeste qui. C'était des Tutsis. Moi, je suis Hutu. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais c'est pour vous dire que ce sont les deux ethnies qui se sont massacrées au Rwanda. Vous comprenez? Donc, les Hutus ont massacré les Tutsis. C'est comme ça qu'on dit. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est ça que l'histoire retient. Donc, moi, je suis un Hutu qui me suis battu pour les Tutsis et qui travaillait avec des Tutsis. Mais en fait, je ne travaillais pas avec eux comme des Tutsis, mais comme des êtres humains. Moi, ce qui me préoccupe chez les gens, c'est leur humanité. Ce n'est pas leur ethnie ou leur couleur de peau ou leur sexe. Ça, j'allais dire que je m'en fous. Je leur laisse leurs additifs. Je veux rechercher le dénominateur commun qui est notre vie. Mon père disait la fédération des consciences. C'était Des ça. consciences. Oui. La Voilà, rencontre des consciences. Au-delà voilà, des clivages. c'est ça. Et ce que j'entends dans ce que... Oui, vous Alors, terminez. quand on a commencé l'association Modeste et Innocent, donc nous l'avons commencé en février 2000. Et en février 2002, on m'a mis en prison. Pourquoi mis en prison? Parce qu'ils m'ont accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et quelle était cette atteinte à la sûreté intérieure de l'État? Ils disaient que j'étais en train de soulever la population contre le pouvoir. Parce que je disais qu'il fallait remettre les gens debout, ensemble, au travail. Ça, c'était notre motto. Debout, ensemble, au travail. Au travail pour se prendre en charge. Okay. Et donc, ils ont dit, voilà, ce type-là, il est en train de dresser la population contre le pouvoir. Et moi, je ne comprenais pas. J'étais vraiment dans l'incompréhension.
Parce que je travaillais à aider la société à retrouver de l'équilibre, à retrouver une vie vraiment humaine, à réconcilier les gens qui étaient divisés. Et puis, c'est quand j'étais à la prison de ce qu'on appelle la brigade, un policier a discuté avec un autre policier. Donc, il y avait le policier qui nous gardait. Nous étions derrière les barreaux. Il était assis devant les barreaux. Et notre policier est venu vers lui. Il lui a dit, dis-moi, on m'a dit que le vieux Dongoma, c'était moi. On a dit qu'on l'a mis en prison. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis en prison, celui-là? On dit qu'il s'est bien comporté pendant le génocide, et qu'il travaillait à la réconciliation. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis en prison? Et l'autre policier lui a dit, ah, ah, toi, tu ne sais rien de cet homme. Tu t'imagines quelqu'un qui apprend à la population à ne pas avoir peur. Comment veux-tu gérer un peuple qui n'a pas peur? Ah. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah bon, c'est donc ça. Non, moi, je suis en train d'apprendre aux gens à ne pas avoir peur. Alors que justement, le dirigeant a besoin de cette peur pour diriger. Et c'est là donc que j'ai compris que pour être non violent, il faut vaincre la peur. Et aussi parvenir à ne pas faire peur à ceux qui ont besoin de cette peur. Parce que si tu leur fais peur, ils vont te supprimer. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Ça va plus loin que ne plus avoir peur, oui. C'est aussi ne pas faire peur à l'autre. Ne pas faire peur à l'autre. Et ça, c'est un, oui, c'est un talent et c'est être vraiment conscient de tout ce qui fait peur à l'autre aussi pour pouvoir, ouais. Être capable de lui parler de manière qu'il puisse t'écouter et t'entendre. Parce que si tu lui parles uniquement de vérité, par exemple, parce qu'il y a des gens, j'avais un ami prêtre qui était responsable éditeur d'un journal, d'un hebdomadaire en fait appelé Kinyamate Rwanda, et il avait écrit sur le mur derrière lui, la vérité est une arme. Et je lui ai dit, mais mon cher André, il s'appelait André Simon, je lui ai dit, si tu fais de la vérité une arme, tu vas détruire des vies. Et ça ne marche pas. Tu ne dois pas servir la vérité comme un coup droit. Hein? Donc, il ne faut pas utiliser la vérité comme un coup droit. Il faut enrober la vérité dans la compassion. Donc, tu vas dire la vérité, mais en l'habillant de compassion. Sinon, on ne t'entendra pas. Celui à qui tu vas la dire, il va fermer les oreilles et les poings. Et donc, tu vas susciter la guerre. Bon, alors, vous voyez, ce n'est pas facile hein, de dire la vérité tout en n'agressant pas. Parce que si quelqu'un est dans le mensonge et qu'il le sait qu'il est dans le mensonge, rien que le fait de lui dire la vérité, ça va le rendre agressif. Alors, c'est ça le jeu, c'est ça la danse. Et c'est pour ça que j'appelle ça la danse. Il faut danser avec lui. Il va te marcher sur les pieds, tu vas te mordre les lèvres, la chic, mordre sur la chic. Ne pas lui donner un coup de pied dans les jambes. Non. Continuez à danser avec lui jusqu'à ce qu'il devienne souple. Et vous allez danser ensemble. Et c'est comme ça que je peux rester avec des gens qui m'ont mis en prison. Et quand ils m'ont libéré, parce que décidément dans le dossier, il n'y avait rien. Ils étaient en train d'inventer des choses, mais ça n'a pas pris. Et aussi parce que Modeste et moi avions reçu le prix de Pax Christi. Quand vous avez reçu un prix comme celui-là, en général, il y a des journalistes qui viennent sur vous sans que vous le sachiez. Et quand quelque chose vous arrive, on le publie tout de suite. Et donc, le gouvernement s'est rendu compte qu'il était en train de se faire du tort. Beaucoup plus de tort que ce bonhomme qu'on a mis en prison. Et donc, finalement, on a laissé la justice faire son travail. Et comme il n'y avait pas de travail à faire, la justice nous a libérés. D'abord mis en liberté provisoire pendant 9 mois. Et pendant que j'étais en liberté provisoire, des gens sont venus me dire, mais prends la poudre d'escampette, enfuis-toi.
Parce que si tu restes, tu risques de te faire tuer. Et j'ai dit, mais si je prends la peau de l'escampette, je suis en train de prouver que je suis un criminel. Non, je vais faire le contraire, je vais aller vers. Et c'est comme ça que je me suis mis à aller vers les autorités, vers le chef de la police, vers le chef du renseignement militaire, vers le préfet, vers eux, pour leur dire, mais pourquoi vous nous empêchez de travailler? On est en train de vous aider à construire un pays de droit. Et vous ne pouvez pas. Comment vous pouvez nous empêcher de travailler? Et donc, finalement, ils nous ont laissé travailler parce qu'ils n'avaient finalement aucune raison justifiable. Donc, aucune façon de justifier leur refus de nous laisser travailler. Et quand on nous a laissé travailler, c'est-à-dire 2 ans et 2 mois, donc c'est en avril 2004 qu'on nous a lâchés, les gens de la société civile, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais on a essayé de vous tuer et vous n'êtes pas mort. Et donc maintenant, vous avez des anticorps. Est-ce que vous ne voudriez pas former la société civile à votre manière de faire? Et c'est ce que nous avons fait. On a formé des organisations de la société civile à notre manière de faire. Et donc, moi, je me suis séparé. J'étais alors le représentant légal de l'association et j'ai abandonné ce poste parce que je voyais qu'on me confondait avec l'association. Et je me suis dit, il faut que nous soyons deux, que l'association puisse vivre son histoire et moi la mienne, et que si je suis attrapé, par exemple, qu'on n'attrape pas nécessairement l'association avec moi. Et donc, c'est comme ça que l'association est devenue maintenant une entité complètement autonome de moi, qui continue son chemin. Moi, je dis que je m'occupe de l'esprit des animateurs. Alors, récemment, c'est-à-dire en 2018, j'ai écrit un article dans une revue des Dominicains de Bujumbura. Bujumbura, c'est au Burundi, c'est un autre pays, sur la bonne puissance pour une démocratie plus authentique au cœur des Grands Lacs. Et quelqu'un du Congo, tu vois, c'est un Rwandais qui écrit un article dans une revue burundaise, et c'est un citoyen congolais qui lit l'article. Et il dit, mais cet article dit des choses intéressantes, mais il n'est pas très compréhensible. Est-ce que vous ne voudriez pas faire un atelier de la société civile sur cet article, ici au Congo? Alors, j'ai demandé à une organisation ici en Belgique qui travaille là-bas, l'organisation 11-11-11, j'ai dit, voilà, il y a des agents de la société civile qui voudraient un atelier. Est-ce que vous pourriez financer ça? Ils ont dit, OK, mais c'est une très bonne idée. Ils ont financé un atelier de 2 jours autour de cet article, avec 20 personnes qui venaient de 20 organisations de la société civile dans la région. Et puis, comme résultat de cet atelier, est né un projet que nous appelons le programme Bonne Puissance pour la paix dans les Grands Lacs. Et depuis 2019, je suis en train de mener ce programme, en fait. C'est moi qui suis en train de former ce que j'appelle des foyers de créativité de la société civile au Congo, au Rwanda et au Burundi. Et l'idée, c'est de les mettre ensemble et de faire une organisation régionale. Alors, quelle est leur mission? Leur mission, c'est d'abord, incarner eux-mêmes ce que nous appelons la posture juste. Et la posture juste, c'est quelque chose du tai chi et du qigong, du chinois, donc c'est dans le corps, mais c'est aussi quelque chose de transcendant. Donc, la posture juste, c'est quoi? C'est être enraciné, redressé, ouvert, centré, fluide. Et ça s'apprend à travers les mouvements du tai chi. Enraciné, redressé, ouvert, centré, fluide. Maintenant, si je mets la dimension spirituelle, ça devient être enraciné dans la conscience universelle, redressé dans sa souveraineté individuelle, ouvert à l'amour inconditionnel, centré sur l'expression du divin dans l'histoire de la société et fluide dans la solidarité universelle. Et c'est ça. Et ça, il faut pouvoir d'abord l'incarner. Et maintenant, une fois que c'est incarné,
vous allez l'incarner dans votre organisation, l'organisation qui vous a envoyé. Et une fois, les organisations qui ont incarné cela se mettent en commun, nous appelons ça des foyers de créativité. Ils vont attirer les autres organisations et déteindre sur l'espace public. Et qu'est-ce qu'ils vont faire sur l'espace public? Nous disons que sur l'espace public, ils vont abaisser les monts de violence et combler les vallons de misère pour ramener le violent et la victime dans la vallée, ce que nous appelons la vallée des droits humains, la vallée de la vie harmonieuse, les uns avec les autres, et même de la capacité d'accueillir l'étranger. Abaisser les monts de violence, ça c'est quand tu es en train de te battre contre l'oppression. Combler les vallons de misère, c'est quand tu es en train de relever les genoux fléchissants, en fait, d'aider les victimes à cesser de se sentir victimes et à devenir créateurs et à quitter le fameux triangle victime, bourreau, sauveur, hein, le triangle de Karpman. Le transformer en triangle, il y a quelqu'un qui s'appelle, comment il s'appelle encore, c'est Edelman. Je regardais le petit livre, mais je ne sais pas le retrouver tout de suite. C'est quelqu'un qui a écrit un livre qui corrige le triangle de Karpman, où il parle de créateur, challenger, coach. Le créateur, le challenger, le coach. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce livre-là. Est-ce que vous le connaissez? Je ne sais pas. C'est un livre qui a été traduit de l'anglais par une organisation française qui importe la holacratie des États-Unis en France. Oui. IGI Partners. C'est ça, IGI Partners. Oui, c'est cette organisation qui nous a formés à l'holacratie il y a une dizaine d'années maintenant. En 2000. Ah bon? Donc c'était Bernard-Marie Chiquet. Voilà, c'était Bernard-Marie, oui, tout à fait. Oui. Qui a eu la mauvaise idée de mourir. Un peu trop tôt, oui, c'est vrai. Il nous manque, c'est vrai. C'est lui qui m'a formé à holacratie aussi. Ah, très bien. Ah, tu fais partie aussi des personnes qui ont été formées. Par lui, oui. J'ai eu la formation initiale et puis la formation de coach. Ça alors, c'est incroyable. Enfin, c'est improbable parce que tu vois, j'ai une image de toi dans la théologie, dans le rapport direct avec vraiment une forme de transcendance et tout ça. Et pour moi, IGI Partners et l'holacratie, c'est vraiment des technologies managériales qui pourraient s'apparenter à autre chose, à un autre univers. Alors pour moi aussi, tout comme toi, quelque part, je les rejoins. Parce que moi, ça m'a énormément parlé, l'holacratie, puisque j'en ai fait aussi mon métier, figure-toi. C'est aujourd'hui l'un des métiers que j'exerce, c'est d'accompagner les organisations sur ce chemin-là. Même si j'ai appelé ça la gouvernance dynamique, parce que l'holacratie, à l'époque, surtout, c'était un changement tellement brutal pour les organisations que moi, je prenais plutôt un décollage en douceur. Et je sais que depuis, comme l'holacratie est très bien faite, elle s'auto-corrige en permanence grâce aux tensions d'évolution. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des constitutions qui ont évolué dans l'holacratie. Donc, je pourrais presque me réclamer de l'holacratie aujourd'hui, alors que, mais bon, entre-temps, moi, j'ai fait mon propre chemin, comme tu l'aurais dit dans tes séminaires que tu as quittés. Finalement, j'ai aussi quitté quelque part l'holacratie pour créer ma propre façon de gérer les organisations. Mais je t'attendais pas sur ce terrain-là, tu vois, parce que il y a quelque chose de à la fois surprenant et en même temps, au final, assez logique. Oui, parce qu'on entend quand même dans ton parcours que tu vas chercher, c'est très éclectique, très ouvert en fait. Ton approche, et non dogmatique parce que tu vas aller chercher dans des traditions différentes, dans des voies différentes, tout ce qui peut être utile pour alimenter, nourrir ta recherche d'harmonie et de comment incarner cette non-violence. Et ton action, parce que j'entends qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de réalisations concrètes dans le coaching que tu exerces, d'après ce que j'ai compris, dans l'esprit des gens, enfin, dans leur posture, dans leur façon d'apprécier leur réalité, et que je vois très très bien à quoi l'holacratie peut te servir. Mais j'avoue que je ne t'attendais pas à cet endroit-là, tu vois. C'est étrange.
C'est très Mais intéressant. alors, je pense que je vais avoir besoin de toi. Il va falloir que tu viennes. Il va falloir Avec... que tu viennes au Rwanda former mes organisations. À commencer par l'ami qui peine à intégrer la holacratie. Ah, Pourquoi? Parce que la holacratie, quand on l'a mal comprise, on oui, croit qu'elle va vous prendre votre pouvoir. c'est ça. Mon coordinateur de l'association actuelle, je l'ai amené à Paris dans la formation à holacratie avec Marie Chiquet. Mais quand il est rentré, il s'est mis contre la holacratie au lieu de se mettre pour. Et Ouais. puis, quand on a suivi en ligne la formation de coach, j'ai quand même demandé qu'il suive la formation. Et c'est là qu'il a commencé à s'ouvrir un peu. Maintenant, on a organisé la nuit en cercle et nous avons, en fait, partout où je forme des organisations, nous avons toujours les mêmes cercles. Nous avons 4 cercles. Il y a le cercle être, le cercle faire, le cercle avoir et le cercle partager. C'est ça. C'est le paradigme être, faire, avoir, partager. Être pour avoir l'énergie de faire. Quand tu fais, tu as de quoi. Donc, il y a des rentrées. Et quand il y a des rentrées, il faut te souvenir de partager parce que sinon, tu vas provoquer la guerre. Et quand tu partages, tu augmentes ton être. Donc, il y a un cercle vertueux. Alors, les foyers de créativité, que ce soit à Goma, à Bukavu, au Rwanda ou au Burundi, ils sont tous dans ces cercles-là. Et ça nous permet justement à terme de connecter les cercles être du Burundi, du Rwanda, du Congo, les cercles faire, les cercles avoir, les cercles partage. C'est ainsi de suite. Donc, c'est ça la vision. Mais les responsables des organisations membres du projet au Congo, ils ont refusé la holacratie. Ils ont dit non, cette histoire de dire que c'est celui qui est sur le terrain qui doit prendre les décisions, on n'est pas d'accord. Ah, Hein? On n'est pas d'accord. d'accord. Et moi, je leur ai dit, mais non, écoutez, un foyer de créativité, ce n'est pas votre organisation, c'est un espace autonome où se rencontrent plusieurs organisations et c'est un espace de, comment dire, en fait, c'est un espace d'entraînement et c'est un espace de créativité, justement. Donc, ce n'est pas dans ton organisation. Toi, tu restes maître de ton organisation et tu la gères comme tu veux. Mais cet espace-là, il doit être autonome. C'est de la difficulté à faire passer cette idée-là. Écoute, je serais ravi d'en parler avec toi en tout cas, en dehors de cet espace-là, parce que c'est des Oui. questions qui nous passionnent et on voit bien que là où on est souvent en difficulté, nous par exemple, c'est chez nous dans nos propres organisations. C'est-à-dire que je vois bien que quand moi je suis appelé ailleurs, c'est facile, tu vois, les gens sont contents, ils me rappellent, tu vois, périodiquement, j'ai installé la gouvernance dynamique qui est très inspirée de l'holacratie, avec un support numérique, avec tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Les gens ont été formés et souvent ils me rappellent, tu vois, quand il y a des tensions d'évolution, quand il y a des passages un peu clés, tu vois, dans la vie de leur organisation, une fois que moi je suis parti, parce que l'idée c'est de les rendre autonomes. Mais C'est après, ça. comme il y a un lien de confiance qui s'est créé, bah du coup, une fois dans l'année ou quoi, ah bah Laurent, là on est en train de vivre une tension qui est comme ci, comme ça, est-ce que tu voudrais bien venir la faciliter? Et du coup, pof, il passe un cap de maturité que moi j'ai les plus grandes difficultés à faire advenir dans mon organisation. Parce que là où je suis dans mon oasis, je ne suis pas aussi facile, parce que je suis repéré, j'ai des rôles, etc. Et je ne suis pas neutre. Donc, j'ai une histoire que je me trimballe avec l'organisation, je suis fondateur, enfin j'ai plein de casseroles parce que tu parlais de peur tout à l'heure, tu sais. Et moi j'ai bien envie d'appuyer sur ça parce que comment on enlève les peurs. Alors j'entends le travail intérieur, hein, j'ai bien compris, parce qu'on travaille énormément dessus avec Sophie, de essayer de nettoyer à l'intérieur de nous ces problématiques qui sont liées à la peur que nous on a des autres et puis les peurs que nous on peut aussi susciter chez les autres. Et du coup, là quand on est extérieur, finalement, c'est beaucoup plus simple que les gens n'aient pas peur de nous. Parce qu'on arrive de l'extérieur, on vient apporter quelque chose qui est soutenant, on amène des repères, des bases, et on vient justement rassurer. Et c'est nous qui formons le cadre de sécurité, finalement. Notre seule présence apporte de la sécurité Tout aux à fait. ensembles, parce qu'on dit, non mais moi, mon patron, c'est pas le PDG, c'est pas les salariés, c'est la raison d'être. Donc du coup,
les gens peuvent tous se relier indépendamment des polarités. Mais quand on est chez soi, quand on est dans sa propre marmite, dans son organisation, en tout cas dans l'organisation à laquelle on appartient, même si on ne se sent pas leader ou Dieu le Père dans l'organisation, mais on en est un membre. Mais si on a une place un peu spéciale, en tant que fondateur, personne source, enfin toutes ces questions que tu connais bien, et bien là, la recette, on trouve qu'il y a une délicatesse, tu vois, à cet endroit-là. Et j'entends entre les lignes que si toi aussi tu t'es un petit peu mis de côté de modeste et innocent, c'est peut-être pas étranger à cette. C'est comme si c'était quelque chose de naturel, quoi. Il y a quelque chose qui est comme un peu l'huile et l'eau, tu vois, qui n'arriverait pas à se mélanger vraiment. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Bon, alors la première chose que je vais te dire, c'est que ce sera une blague. Tu sais pourquoi Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth? Il le dit lui-même. Il était dans ses casseroles. À Nazareth, on le connaissait. On disait non, est-ce que c'est pas le fils de Joseph? Celui-là, non, non, non. Écoutez, qui va mentir ailleurs? Ici, on le connaît. On le connaît bien. Donc, c'est très difficile d'avoir des résultats dans sa propre maison. C'est incroyable, mais c'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut trouver une manière de mettre de la distance. Et moi, ma façon de mettre de la distance, c'est que je dis, voilà, il y a un conseil d'administration, il y a un coordinateur, il y a un secrétariat permanent, vous avez des animateurs. Moi, je serai uniquement le coach. Donc, une posture qui me permet quand même de garder un œil sur l'esprit de la chose et sur l'évolution de la chose. Mais comme je ne me mêle pas de la gestion de la chose, nous avons il y a moins de friction. Mais comme je te dis, je n'arrive pas encore à réellement faire de l'association Modeste et Innocent, qui est en train d'enseigner cela dans toute la région, et pas seulement dans toute la région, mais finalement dans toute l'Afrique francophone. Parce que l'association Modeste et Innocent s'est mise ensemble avec une autre association au Cameroun qui s'appelle le CICRE et une organisation allemande qui s'appelle AP. Et nous avons créé un campus itinérant que nous appelons l'Université de paix en Afrique. Et ce campus est né en 2003. Il fonctionne toujours. Chaque année, nous avons un campus dans un pays différent. L'année passée, par exemple, nous étions au Burundi. L'année d'avant, on était au Togo. Maintenant, cette année, on sera au Kenya. Et ces gens-là, hein, ils disent qu'ils sont enracinés dans la bonne puissance. Et en 2017, nous avons créé à Ouagadougou, au Burkina Faso, ce que nous appelons l'Union panafricaine de bâtisseurs de paix. Et j'avais proposé qu'elle naisse tout de suite selon la holacratie. Donc, qu'elle adopte à la naissance la holacratie. Et nous avons même mis ça dans notre charte. Il a suffi d'une année pour que les boucliers se lèvent et disent nous voulons quelque chose de plus traditionnel. Et donc, on a quitté Ouagadougou. Une année après, on était à Bafoussam, au Cameroun, et ils ont refondu. Alors, je me suis dit, tout ce que je veux, donc ils ont mis ce qu'on appelle des statuts, tout ce que vous voulez, à la traditionnelle, quoi. Mais je suis quand même parvenu à mettre dans les statuts un article sur nos principes, et j'ai mis les principes de la holacratie. Donc, ce qui veut dire que tout de même, il y a un peu de holacratie dans cet organisme. Et c'est pour cela que je disais que tu vas nous aider. Il faudra nous aider, justement. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire comprendre à tous ces gens-là que la holacratie, c'est vraiment la chance. Oui. Si tu veux que les gens soient autonomes. C'est ça. Oui. Et qu'ils portent l'organisation, même si l'organisation n'existe plus. Oui, oui, tout à fait. Il faut qu'ils aient compris la raison d'être. C'est ça. Et la notion de pouvoir, que le pouvoir, c'est plus le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir du dedans. Le pouvoir d'eux. C'est ça. Le pouvoir avec. Mais ce qui les terrorise le plus, c'est le fait de travailler non pas seulement dans l'organisation, mais de travailler sur l'organisation. Oui, 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 oui. Ça, mais c'est pour ça que là, il y a beaucoup de délicatesse et c'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné,
l'holacratie ne m'est pas convenue, mais je te parle en 2012-2013, hein, c'était déjà il y a un petit moment, hein, Mhm. où effectivement, à l'époque, c'était vraiment très brutal. C'est-à-dire que tu signais la Constitution et tu passais d'un État antérieur à l'holacratie quasiment sans transition. Et Mhm. c'était extrêmement difficile parce que comme ça bouleversait tellement les habitudes, c'est pour ça que moi, quand je travaille avec des organisations qui découvrent un petit peu tout ça, je leur parle tout de suite de décollage en douceur, pour Mhm. prendre des égards vis-à-vis des automatismes, des traditions, en fait, qui sont là depuis longtemps, et qu'on peut associer finalement ces anciennes façons de faire, qui sont limitées parce que les gens vivent bien avec des cailloux dans leurs chaussures, tu le sais bien. Ils vivent bien avec de l'inconfort face aux problématiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre depuis très longtemps. Et l'holacratie apporte des solutions grâce justement au fait de pouvoir regarder la façon dont on travaille ensemble. Et c'est là où tu dis, oui, mais c'est ça qui est difficile, qui crée un bouleversement. Et là où peut-être on peut apporter des solutions, c'est dans une forme de progressivité. C'est-à-dire de bien objectiver les difficultés qu'ils vivent, et en général les gens sont d'accord pour accepter qu'ils ont des difficultés concrètes dans les situations de leur collaboration, des résultats qui vont pas, ou de la souffrance qu'ils vivent au travail, hein, que ce soit les dirigeants d'un côté ou même les subordonnés de l'autre, comme on dit, et de dire, bah, si ça c'est objectif, alors essayons de regarder notre façon de fonctionner pour essayer de voir si on est capable de corriger avec la bénédiction des uns et des autres, avec l'assentiment, avec le zéro objection des uns et des autres pour commencer à travailler sur notre façon de coopérer et non pas juste sur les projets qu'on a à mener ensemble. Voilà. Mhm. Et ça, c'est un peu quelque chose qui détend. Tu vois, moi, je parle beaucoup de la détente qui est face aux tensions finalement. C'est-à-dire que susciter de la détente chez les gens pour qu'ils se disent, qu'ils se sentent en sécurité, ça rejoint ce que tu dis sur la peur, de dire, bah, en fait, non, je vais continuer d'être en sécurité dans ce que je fais, dans ce que je vis, et en même temps, je vais pouvoir m'ouvrir sans danger à des choses que je ne connais pas. C'est un petit Mhm. peu ça moi, ce qui guide mon approche pour essayer justement de faire évoluer, mais dans la douceur et pas parce que ça va tellement loin, tellement vite que souvent, tu le sais, les habitudes reviennent au galop et on a tendance à bloquer sur des choses qui vont trop vite, quoi. Oui, oui. Bon, alors, je ne sais pas comment chez vous les oasis sont constituées, mais l'AMI, par exemple, l'Association Modeste et Innocent, nous avons, disons, à peu près 70 membres. Mais ces membres-là, c'est comme s'ils ne foutaient rien. Parce qu'il y a un secrétariat permanent, il y a un conseil d'administration de 5 personnes, un secrétariat permanent avec des animateurs et du personnel de soutien, des comptables, gardiens, tout ce que vous voulez, chauffeurs, tout ça. Et finalement, c'est le secrétariat permanent qui fait le travail. Le travail que nous faisons dans le pays, c'est un travail de détraumatisation, un Mm. travail de réconciliation. Et en fait, nous essayons d'inventer des solutions non violentes aux défis que rencontre la société. Mm. Mais c'est uniquement les 20 personnes qui constituent le secrétariat permanent qui font ce travail. Et moi, je dis, mais ça ne va pas. Nous sommes 70. Donc, il y a une cinquantaine de personnes et plus qui pourraient apporter quelque chose. Si nous les mettons dans nos cercles habituels, le cercle être, le cercle faire, le cercle avoir, le cercle partager. Et que chaque membre de l'organisation se retrouve dans un cercle. Et donc, en fait, j'essaie de mettre tout le monde debout, ensemble, au travail. Et pas seulement quelques-uns euh, qui, une fois par an, présentent les bilans devant l'Assemblée générale. Moi, je voudrais que cette Assemblée générale travaille aussi. Et avec la holacratie, pour moi, ça devient possible. Mais il faut... Alors, le coordinateur, par exemple, il peut dire, mais, mais les gens du pilier, du cercle avoir, parce que c'est eux qui sont chargés de trouver les moyens de travail. Donc, ils sont chargés de générer et gérer des moyens de travail. Mais quand il dit générer, donc est-ce que ça veut dire qu'eux aussi ils vont faire des projets? Parce que c'est nous qui faisons les projets avec les bailleurs.
avec Action de Carême Suisse, avec je ne sais plus qui, n'est-ce pas? Et eux, est-ce qu'ils vont se mêler de ça? Je dis, non, non, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous arracher votre pain si c'est ce qui vous fait peur. Et ce que je voudrais qu'ils vendent l'art de vivre. Parce que je peux vendre la respiration. C'est-à-dire entraîner les gens à respirer. Moi-même, quand je suis allé apprendre le tai chi, le qigong, j'ai payé. On pourrait créer des écoles de tai chi et de qigong ici et les gens vont payer tout en apprenant à respirer du fond de leur corps. On peut vendre l'alimentation, c'est-à-dire produire de manière biologique, et pas ces histoires-là de production industrielle à laquelle s'est mis le pays, faire des productions que moi j'appelle homéostatiques, et pour l'environnement et pour nos corps. Mais ça peut se vendre, ça pourrait produire des surplus, ça pourrait produire de l'argent. On peut vendre la gestion du stress. On peut vendre l'auto-guérison, apprendre aux gens que leur corps, bien entretenu, est capable de se soigner. Si on peut vendre la bonne relation, apprendre aux gens à gérer la relation, la médiation, tout ce que vous voulez. Ce sont des choses qui peuvent se vendre. Je disais, nous allons apprendre à vendre de bonnes choses contre de l'argent qui va être investi dans la création de bonnes choses. Et comme ça, la société peut évoluer dans de bonnes choses. Mais ce discours-là, ça ne passe pas encore. Pourquoi? Parce que dans ma société, actuellement, on pense que pour entreprendre, il faut un bailleur extérieur. Oui, il n'y a pas d'autonomie dans la pensée, c'est-à-dire de se dire je fais les choses et ça va se générer parce que mon énergie suffit à créer des bonnes choses qui vont être entraînantes et peut-être regrouper d'autres gens qui vont s'associer à moi et qui vont faire fructifier les fruits de ce travail. Toi, tu dis que la croyance, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait un apport extérieur qui soit conséquent et qui nous permette de travailler, quoi, c'est ça? C'est ça. Et je dis, même s'il y a un apport extérieur, il faut d'abord le mettre en terre pour qu'il pousse de l'intérieur. C'est-à-dire, si tu me donnes de l'argent, je veux le cultiver. On peut cultiver l'argent. Et il va pousser. Donc, si je l'investis dans la production intérieure, alors ça va produire de l'intérieur. À un certain moment, je n'ai plus besoin d'aide extérieure. Je peux même aider à l'extérieur, moi aussi. Oui, c'est une question d'autonomisation. Mais parce qu'il y a eu une mise sous tutelle, même psychologique, aussi avec la colonisation et avec l'école occidentale, le modèle occidental, les histoires de développement. Je pense que ça construit de la croyance, en fait, que on n'est pas capable par nous-mêmes de produire de la richesse, de produire de l'autonomie, oui, de produire de la prospérité. Alors qu'en fait, tout le continent africain, à la base, est un continent extrêmement riche et prospère. Mais Tout à fait. on a construit le contraire, la croyance inverse. Tout à fait. C'est qu'un site de pauvreté, d'ignorance et d'incapacité. Donc, C'est dramatique. Quand je regarde maintenant la guerre à l'est du Congo, mais les Congolais, ils sont assis sur des richesses incroyables et dans une pauvreté abjecte. C'est triste de voir ça. Ça fait pleurer littéralement. Et donc, comme ces richesses-là sont mal protégées, il y a des prédateurs qui viennent de gauche et de droite pour prendre ces richesses et qui massacrent en passant la population. Et ça crée de la corruption, etc. Mais c'est la bonne occasion, oui, effectivement, pour repartir sur d'autres valeurs qui sont des valeurs de coopération avec le vivant, avec la santé, avec tout ce dont tu viens de nous parler, en fait. C'est de pouvoir repartir, refaire pousser la confiance dans ses propres capacités à partir d'autres valeurs. Et c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois. C'est ce qu'on essaie de faire aussi modestement avec les oasis, tu vois. C'est-à-dire que, comme le père de Sophie disait, Pierre, c'est l'oasis des consciences, tu vois. C'est-à-dire qu'avant d'être des oasis physiques dans un désert, que ce soit sidéral ou même déshumanisé dans les grandes villes, où en fait c'est des déserts. Pierre, il voyait même les grandes villes comme étant des déserts, tu vois. Où en fait ça grouillait de monde partout, mais en fait chacun étant isolé dans sa propre bulle, avec son téléphone, avec son ordinateur, avec ses soucis, ses problèmes, etc. Qu'en fait c'était un désert pour lui. Et que l'idée c'était d'abord
de créer des oasis dans les consciences pour pouvoir justement après les manifester d'un point de vue physique, d'une organisation humaine sur les territoires. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans les oasis de façon extrêmement imparfaite, hein, alors il ne faut vraiment pas pavoiser sur ce qui se passe en France, tu vois. Là, on était au festival des oasis encore il y a une semaine, donc ça paraît extraordinairement génial puisqu'il y a plus de 1500 lieux maintenant en France, il y a vraiment des collectifs de partout, c'est vraiment très beau et vraiment il se passe de très très belles choses avec des financements, avec de l'épargne citoyenne, avec des organisations qui sont peu ou prou proches de l'holacratie ou de la sociocratie, enfin de la gouvernance très démocratique, avec vraiment, cette année il y avait même un parlement des oasis, tu vois, il y a vraiment des initiatives très belles. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui se bougent pour vraiment faire émerger une nouvelle façon de s'organiser. Et en même temps, on peut vraiment voir tous les problèmes, et c'est pour ça que nous on a créé notre série qui s'appelle Démasquer les mécanismes de la violence dans les collectifs, c'est qu'il y a du handicap à cet endroit-là. Il y a énormément de handicap, il y a énormément de pathologies ordinaires, en fait. Des conditionnements. Des conditionnements qui sont notamment issus, et ça c'est tout le travail de Sophie, de l'éducation, de la violence éducative ordinaire, en fait, hein, qui fait que nous sommes devenus, malgré nous, des êtres souffrants, des êtres de pathologie qui sont répandus, mais alors beaucoup plus que tout le reste, en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est ordinaire, c'est que tout le monde en est pourvu, malheureusement. Et que du coup, cette question, alors on va retrouver d'autres problématiques que j'entends dans le Sud, tu vois, dont tu témoignes. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de cultiver un nouveau jardin, quoi. Et de se dire, qu'est-ce qui peut nous rassembler dans cette nouvelle culture, qui est une culture, justement, d'abord une forme de profondeur à l'intérieur de soi et qui est aux antipodes, justement, d'un dogmatisme où tout le monde devrait penser pareil, quoi. C'est quelque chose d'assez subtil, parce que tu parles de transcendance, et toutes les personnes qu'on a plus ou moins interviewées dans le cadre de cette série Démasquer les mécanismes de la violence, elles induisent une forme de transcendance à leur manière, qu'elle soit dite, exprimée explicitement, ou qu'elle soit juste tacite, tu vois, parce que tu as des gens qui vont se réclamer d'une forme de laïcité quelque part, mais on voit bien quelque part dans ce qu'elles font qu'elles sont inspirées, tu vois, et que même si elles s'en défendent, elles sont dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi, du simple rationalisme, parce que ce qu'elles font ne peut pas être rationnel, n'est pas rationnel. Donc on voit bien qu'il y a une forme de foi là-dedans, etc. Mais ce qui m'interroge aujourd'hui, tu vois, c'est de sentir que ces mécaniques-là, on serait capable d'en percer les mystères pour pouvoir partager avec les gens quelque chose de simple, d'accessible, qui torde le cou un petit peu, de façon un peu efficace, à toutes les pathologies ordinaires de relations souffrantes entre les humains, qui sont liées au territoire, au pouvoir, à cette peur d'être dominé, d'être abusé. Bah, tu vois, tous les ingrédients finalement auxquels on fait face au quotidien, et j'ai le sentiment qu'à travers ce que tu dis, tu exprimes, c'est aussi un petit peu le plat qui t'est servi au quotidien dans tes organisations, quoi. Tout à fait. Et justement, tu viens de parler, Laurent, de ce petit livre que je trouve merveilleux. Ah, Donc, et si nous redevenions humains, ou si nous devenions humains, et il rencontre tout à fait la philosophie Bantu. Ubuntu. Ubuntu, c'est humain. Donc, en Afrique du Sud, ils disent je suis parce que nous sommes. Donc, je suis parce que nous sommes. Ça veut dire nous sommes sans les autres humains, je ne suis pas non plus. Mais au Rwanda, quand nous parlons d'humanité, nous parlons de bonté et de gratuité. Être bon, ça c'est à l'intérieur. Être don, ça c'est à l'extérieur. Bonté et gratuité, c'est comme les deux faces de la même monnaie. Et c'est ça que nos traditions inculquées aux enfants. Mais avec l'avènement de l'Occident chez nous, tout cela a été basculé dans l'école qui est devenue d'une violence absolument remarquable. Donc, au Rwanda, quand tu regardes actuellement l'éducation de l'enfant, on ne pense plus à son humanité. On pense à en faire une ressource humaine, pas un être humain.
Et donc, on les met vraiment, c'est de l'embrigadement, littéralement. On leur dira, par exemple, hein, que pour venir à l'école, tu dois être chaussé de chaussures noires. Pas d'autre couleur, chaussures noires. Si tu n'as pas de chaussures noires, tu retournes. Vous imaginez? C'est d'une... Alors, si un enfant, par exemple, est passé par un chemin par lequel il ne devait pas passer, on le met à genoux dans les cailloux là-bas. C'est de la violence pure et simple. Et je vois ça dans des écoles tenues par des religieuses, des religieuses. Et moi, je me fâche, je dis, pourquoi tu mets cet enfant à genoux? Tu ne dois pas mettre un être humain à genoux. Hein? Même dans les églises, ils se mettent à genoux. Hein? Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux devant Dieu. Il est en vous. Et c'est pour cela que, quelque part, du moins pour les protestants, ils disent que je suis devenu l'antéchrist. L'antéchrist, c'est-à-dire celui qui prêche contre le Christ, parce que je leur dis qu'ils n'ont pas à se mettre à genoux, je leur dis qu'ils n'ont pas à craindre le Père. Et partout où ils chantent la crainte de Dieu, je dis l'amour de Dieu. Et je dis, vous êtes aimés, même si vous n'aimez pas. Et vous dites que vous êtes nés dans le péché, mais non, vous n'êtes pas des pécheurs. Simplement des gens qui cherchaient votre chemin. Et de toutes les façons, vous allez payer la facture parce que vous allez récolter ce que vous semez. Alors, à quoi bon? Alors, on me dit, voilà, celui-là, il est devenu antéchrist. Comment? Mais ce que je veux dire, c'est que ce livre-là, je pense que, dites-moi, il coûte combien? C'est 18, je crois. Je ne sais pas comment je pourrais le commander. Je voudrais en avoir toute une quantité à répandre dans les écoles. Hein? Ouais. Pour qu'ils voient comment la violence ordinaire, éducative ordinaire, et comment ils sont complètement dedans. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait qu'on trouve une manière de collaborer. Hein? Oui, absolument. On va trouver, Laurien, on va trouver. Je sens qu'on a vraiment besoin de trouver des alliés, tu vois, sur notre route. Et si on sent qu'on a des choses à partager qui peuvent nous rendre plus solides dans nos appuis, les uns les autres, parce qu'on sent qu'il y a des affinités profondes et qu'on peut être utile, tu vois, dans nos chantiers. C'est des chantiers, hein, on est toujours sur des chantiers, quoi. Et du coup, se dire, ben, est-ce qu'on est capable d'apporter notre pierre à l'édifice de ce chantier, tu vois? Je sais que Sophie s'en fera une joie. Et de partager, parce qu'en fait, j'ai conscience à quel point, toi aussi, avec tes organisations et tes partenaires, vous avez aussi des choses à partager. Donc, c'est du partage, en fait. Oui. Tout à fait. En fait, moi, je verrai des gens de chez nous venir faire des stages dans vos oasis. Oui. Et je vous verrai venir enseigner la holacratie. Et ça, oui. à vos enseignants là-bas. Oui. Ouais. On va trouver le oui, moyen. Et puis tu vois, si l'année prochaine, on a toujours chaque année un festival des oasis, tu vois, ce serait vraiment très très chouette de te voir participer, à donner une conférence dans notre festival, tu vois, au festival des oasis, pour témoigner de ce qui se passe, parce que pour moi, ce que tu fais, c'est tu crées des oasis là-bas aussi, tu vois, où tu cherches à créer un climat de paix, de fraternité, d'abondance aussi, de résilience sur les territoires. Tu as parlé d'agroécologie, donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici avec d'autres contraintes. Et, mais c'est vraiment voilà, des projets très, très communs finalement, qui se rejoignent sur tous les aspects. Moi, tout ce que j'entends de ce que tu dis, nous, on a été très impressionnés dans ton parcours, quand dans le podcast, on a entendu à quoi tu avais fait face, notamment dans la violence physique, dans la violence psychologique, dans des choses vraiment, dans des contextes de guerre. Voilà, nous, si tu veux, en tant qu'Occidentaux, on a tellement été protégés de ça qu'aujourd'hui, quand on vit des questions qui sont liées à la violence, on dit toujours, oh, mais nous, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, c'est pas méchant. Or, on a compris quand même que les mécanismes qui amènent à des extrêmes, comme les génocides, finalement, sont à peu près identiques. C'est ce qu'on a senti dans cette expérience, même si elle est extrêmement atténuée par le fait qu'on est en France et que ce qu'on a vécu, c'est pas grand-chose, tu vois. Mais on a senti que les mécanismes à l'œuvre peuvent amener après à des extrémités. Et c'est pour ça que restaurer un climat propice, ou en tout cas à prévenir ces problèmes,
ça nous semble absolument fondamental. Et ton témoignage, pour nous, il est très important de ce point de vue-là. Parce que toi, tu reviens d'un endroit où on est allé à l'extrême. Et où tout est lié parce que l'Occident, évidemment, joue sa part de complicité et même auteur, en partie sans doute, des génocides qui ont eu lieu chez toi. Donc. Ah oui. Et oui. Vous pouvez lire ça? D'accord. Oui, oui, Ouais. on le voit. La Oui, oui, on le voit. Oui, ouais. oui, oui. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. donc, on va pas se dédouaner de tout ça. C'est la même histoire C'est ça. qui C'est s'exprime. la même histoire qui se vit autrement à différents endroits. C'est ça. Et c'est pour ça. Oui. Pardon. Et c'est pour ça qu'on pourrait tricoter autre chose, nous. Tu vois? C'est-à-dire que là, il y a des choses qui se sont tricotées à notre insu, qui amènent cette extrême violence et qui amènent toutes ces dérives et toute cette prédation. Et si on pouvait filer un autre fil avec d'autres aiguilles et tricoter autre chose, ce serait vraiment passionnant. Tout à fait. Tout à fait. J'espère qu'on va trouver vraiment une manière de collaborer. Donc, oui. C'est fondamental parce que moi, ça me parle beaucoup. Ce livre m'a beaucoup parlé. Et puis, je suis en train de suivre aussi sur... je vais voir ces oasis-là, je vais les approcher de près. Parce que c'est dans ce genre d'oasis, justement, qu'on peut apprendre l'art de vivre. Il faut enseigner aux gens. Et d'ailleurs, c'est le motto de l'Union panafricaine de bâtisseurs de paix. C'est promouvoir la paix par l'art de vivre pour mieux vivre ensemble. C'est ça. Mais on a encore du boulot. Voilà. Et je sais que des gens comme toi peuvent aussi nous apporter beaucoup dans les oasis. Parce que le grand problème des oasis aujourd'hui, c'est l'harmonie entre les humains. Elle est très difficile. C'est ça. Très difficile encore. C'est très Les dur. mêmes, sans doute, raisons avec une autre culture, mais peut-être les mêmes raisons profondes et fondamentales qu'on a expliquées là dans cet entretien. Mais nous pouvons avancer ensemble dans ces questions. On a d'énormes marges de progression, Lauriane, vraiment. Tu vois, il faut pas, même s'il y a un tableau comme ça qui est assez impressionnant, tu vois, avec vraiment une coopérative, tu vas découvrir, il y a des lieux partout, il y a des collectifs tous plus merveilleux les uns que les autres, avec des lieux 1500 en France, avec une coopérative qui soulève de l'épargne citoyenne pour financer des lieux, tu vois, il y a même des dons. Aujourd'hui, il y a des dons de terrain, tu vois, des sanctuarisations de terre que des gens lèguent à une fondation que la coopérative gère derrière. Donc c'est vraiment une belle histoire qui est issue du manifeste des oasis sans tout lieu qui a été écrit par Pierre Rabhi en 1998, tu vois, donc c'est pas d'hier. Mais là, ça porte de beaux fruits. Et en même temps, nous, on arrive avec un témoignage où il y a de la difficulté. Et c'est pas tout rose. Et même si l'intention est là et que vraiment, sur la carte postale, il y a beaucoup d'ingrédients qui nous font rêver, il faut surtout pas se raconter, tu vois, des histoires. Et nous sommes vainqueurs de quelque chose. Voilà, pas du tout. On est vraiment au contraire. Il y a beaucoup comme on dit, on patauge un peu, tu vois, parce qu'on n'arrive pas bien encore à justement se comprendre, à créer un climat de paix. Il y a encore beaucoup à faire confiance. Voilà, de dissensions, les peurs dont tu parlais, tu vois, tout ça. Donc il faut pas pavoiser, tu vois. On va pas s'amuser à se dire qu'on n'a rien réussi pour l'instant. On a juste commencé à initier quelque chose qui se cherche et qui a des difficultés, tu vois. On est à cet endroit-là. Je t'entends 5 sur 5. Parce que, parce que j'ai la même histoire avec l'association Modeste et Innocent. Quand je suis au Congo en train de parler au Congolais, ils croient que l'association Modeste et Innocent, c'est vraiment parfait. Oui. Parce que nous, à l'association Modeste et Innocent, nous avons eu affaire à un pouvoir qui ne voulait pas de nous et qui a même essayé vraiment de casser l'organisation. L'organisation a tenu le coup jusqu'à ce que maintenant, c'est le pouvoir lui-même qui nous demande d'aller travailler à des endroits où il voit des difficultés qu'il n'est pas capable d'affronter lui-même. Donc, il nous dit, voilà, à Nyanza, ça ne va pas, est-ce que vous pourriez y aller parce que nous avons vu que votre méthode a de bons résultats. Nous allons à Nyanza et quand à Nyanza, ça commence à aller bien, on nous dit, est-ce que vous pourriez aller dans le nord parce qu'il y a un district qui est très compliqué pour nous. Nous y allons et nous y travaillons et puis ils disent, mais à l'est, nous avons un autre. Tu vois? Alors, les gens qui entendent ça, ils disent, mais ça a réussi quelque chose. Ils ne savent pas les dissensions qui sont au cœur de la vie même.
Au cœur de la nuit, tout n'est pas rose. Oui, En mais termes d'animateurs, c'est pas vraiment le paradis. mm, Mais on avance avec toutes ces limites-là. Et c'est c'est ça, peut-être ces limites qui nous maintiennent éveillés. Oui. exactement. Oui, Tout à fait. oui. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Lauriane. Vraiment, c'est passionnant. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était plein de richesses et de pistes d'espoir pour la suite. Oui, Du coup, on reste en contact, hein. Oui. Donc, tout à fait. on Tout à se fait. reparle Restons en après, contact. on se reparle après cette vidéo et on voit où ça nous mène, hein, et on donnera rendez-vous après peut-être Et à notre communauté, à nos auditeurs, dans un prochain épisode où on pourra peut-être relater nos aventures. c'est ça. D'accord. Et Merci. merci beaucoup. À Merci. bientôt. Oui. À bientôt, Lauriane, Et alors. bon À voyage, bientôt, Laurent et Sophie. bon voyage au Rwanda.